Alors, bonjour à tous. Sur ma partie, j'interviens effectivement au nom des associations des 3 pathologies impliquées dans la préparation de ce colloque, donc dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer et dans la sclérose en plaques. Notre but était effectivement de faire émerger toutes les difficultés qu'on reçoit par le biais des associations et que nous font porter les malades en fait. Donc on a divisé ça en 2 grandes catégories, en sachant qu'il y a quand même une catégorie, c'est-à-dire la catégorie des facteurs endogènes, donc propres aux patients, aux personnes malades, qui est quand même fortement influencée par les facteurs exogènes. On en avait identifié 2 dans les facteurs endogènes, qui étaient principalement une méconnaissance des structures d'accueil d'urgence. Alors effectivement, dans les pathologies somatiques, on identifie encore assez bien les structures d'urgence. Dans tout ce qui est santé mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont difficilement au courant de là où ils peuvent effectivement demander de l'aide en cas de situation de crise. Et je rapporte ça effectivement à un cas qu'on a eu récemment d'une patiente qui avait besoin d'un soutien urgent, en tout cas, le CMP n'était pas disponible. Et alors, quand on propose les urgences psychiatriques, les gens vous disent « mais attendez, je ne suis pas fou ». Et effectivement, les structures de soutien psychologique disponibles sont soit relativement excessives, soit disponibles à des horaires où on ne choisit pas forcément le moment où on va être en situation de crise. Un autre facteur, effectivement, était le facteur financier, parce que les structures qui peuvent intervenir à des horaires entre guillemets, moins conventionnelles, sont souvent payantes et le tarif n'est pas forcément abordable pour tous les patients. Alors, dans une autre partie des facteurs exogènes, on avait effectivement identifié tout ce qui était les facteurs liés à la structuration du soin en soi. C'était déjà le manque de lieux de répit, parce que là, effectivement, on parle aussi bien des patients que des aidants. Les lieux de répit, finalement, ont été construits, en tout cas dans un premier temps, autour de la pathologie d'Alzheimer, et même s'ils sont pas encore assez nombreux, ils sont encore moins nombreux pour d'autres pathologies où, effectivement, ces lieux de répit vont peut-être pas répondre aux mêmes besoins. Il y avait aussi toute une partie, effectivement, sur, comme je disais tout à l'heure, l'absence de structure identifiable pour répondre à la détresse psychologique des patients. Il y avait également la difficulté aussi bien des médecins que des patients sur des consultations qui sont courtes, de laisser le temps à l'expression de la souffrance, qui effectivement, comme on a pu l'identifier tout à l'heure, ne sont pas des thèmes ou des thématiques qui s'abordent facilement et qui nécessitent finalement de prendre du temps. Sur une dernière partie, il y avait effectivement tout ce qui concernait une forte inégalité territoriale, aussi bien en demande d'offres que de structures. On n'a pas forcément accès aux mêmes structures quand on est en région parisienne ou dans d'autres zones un peu plus rurales. Donc ça, c'était des facteurs qui nous ont déjà été remontés par des patients et qui nous semblaient importants de rappeler là. Une autre partie des facteurs exogènes qu'on avait pu identifier était liée effectivement à des défauts de connaissance des professionnels. Alors effectivement, il y avait les défauts de connaissance qui sont liés aux spécificités des pathologies neurodégénératives. Il y avait aussi effectivement tout ce qui était la difficulté des professionnels à déceler des fois ce qui est lié à l'effet secondaire d'un traitement ou autre, ou lié à effectivement la pathologie en soi du malade. On avait effectivement tout ce qui était lié à la difficulté du professionnel même, des fois, à accueillir la souffrance du malade, à l'entendre et à pouvoir y apporter une réponse appropriée. Et une dernière partie, effectivement, était probablement, on avait eu des retours de patients qui étaient plus sur la méconnaissance même des indicateurs psychologiques, de souffrance psychologique, quand les patients rencontraient soit des médecins généralistes, des personnes travaillant plutôt dans les services de soins à domicile. Il y a effectivement une méconnaissance des spécificités et voire même des indicateurs de détresse psychologique. Donc voilà, une dernière partie qu'on a souhaité identifier était celle qui était liée finalement à la prise en charge financière du soutien psychologique. À l'heure actuelle, et même en ALD,
si tant est effectivement que les personnes déjà ont pu être mises en ALD, le soutien psychologique n'est pas entièrement pris en charge. Et ça, effectivement, c'est un frein. On est dans une culture où on considère que laisser effectivement un aléa moral, un reste à charge au patient favorise l'activation du soin pour le patient, mais effectivement, des fois, le reste à charge qui peut sembler infime est déjà trop important pour la personne, ou des fois même, elle n'arrive pas à identifier que ça pourrait, entre guillemets, rentrer dans son budget. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire simple, mais voilà, c'est effectivement les points qu'on voulait identifier. La méconnaissance des structures, la pauvreté ou la rareté des structures, et effectivement le manque de prise en charge, entre guillemets, financière de cette détresse psychologique. Merci. Merci beaucoup. Donc, il est temps de passer à la discussion de cette petite session en termes de rapidité. Donc voilà, donc Michel a déjà des questions. Vous avez effectivement identifié un certain nombre de sujets qui ne peuvent qu'être des interrogations, et pour nous, et pas des interrogations, mais des réponses en particulier. Vous avez identifié effectivement un certain nombre de points de rupture dans les parcours de personnes atteintes de ces maladies. Alors vous avez d'un côté effectivement mis en avant un manque dans l'offre, même si cette offre existe et quelquefois on n'arrive pas à la connaître. Ça c'est un autre sujet. Vous avez également mis le doigt sur un problème de formation. Et je pense que dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on a entendu ce matin en particulier les échelles, on a entendu tout ce qu'il y a, mais la première des choses, c'est de prendre conscience que l'autre est en souffrance. Et avant de pouvoir l'envoyer, et pour ça, il faut du temps, vous l'avez dit, il faut l'écoute, et puis il faut un petit peu de formation. Et je pense qu'il y a un gros travail, et nous avons, dans le cadre du plan, beaucoup discuté et réfléchi à ce sujet. Et en ce qui me concerne en particulier, dans la mission que m'avait confiée la ministre Marisol Touraine concernant le parcours des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, l'une des priorités que j'ai mises en avant, je ne suis pas sûr pour le moment d'avoir été parfaitement entendu, mais c'était la possibilité justement d'avoir accès à un soutien psychologique dans des conditions qui soient des conditions qui permettent de rembourser cette prise en charge. On voit très bien d'ailleurs ce que vous dites, c'est tout à fait caractéristique, puisque quand on regarde le parcours qui est écrit par la Haute Autorité de Santé, où on voit quels sont les professionnels auxquels les personnes doivent avoir accès, avec des recommandations, et puis d'un autre côté, dans le panier de soins remboursés, où on voit effectivement que les mêmes personnes ou les mêmes actes ou les mêmes activités ne sont pas remboursés. Donc il y a effectivement un gros travail à faire, et de tout ce que vous avez dit là, je pense, et Joël ne me contredira pas, je pense, on en est extrêmement conscient. Faire changer les lignes, c'est compliqué. D'autres questions ? Louis. S'il n'y en a pas d'autres. À moins que vous vouliez répondre. Ah non, moi je suis totalement d'accord. Si c'est pris. Non, c'est pour abonder ce que Michel Clanet vient de dire. Le besoin de formation est essentiel. Je dirais qu'il est aussi essentiel un besoin d'information. C'est-à-dire que ces patients, les familles, ne savent pas tout ce qu'ils peuvent faire. Et peut-être cette information peut passer aussi par nous, par la diffusion de ce qui a été dit aujourd'hui dans cette réunion, pour faire arriver au grand public toutes ces possibilités, les bonnes et les mauvaises choses. Juste peut-être, je rajoute, en tout cas en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, il y a bien entendu la formation et l'information, mais même aussi faire évoluer les représentations, parce que je crois qu'il y a encore des représentations très accrochées encore dans l'esprit de beaucoup, que la personne très rapidement n'est plus en mesure, s'absente et n'a plus accès à ses émotions. Et du coup, on n'autorise pas finalement, d'où l'importance que Gérald, que Philippe témoignent, prennent la parole dans des congrès, des colloques. Enfin, et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que je pense que cette parole n'est pas toujours autorisée de la personne malade. Moi, j'avais un petit commentaire sur l'annonce diagnostique. Vous l'avez évoqué. C'est quelque chose qui revient quand on fait des groupes de parole
autant dans la sclérose en plaques que dans l'Alzheimer. L'annonce diagnostique, cette espèce de couperet qui peut pas être distillé sur une longue période, parce que maintenant c'est le résultat du LCR pour l'Alzheimer et c'est une IRM pour la sclérose en plaques. On n'a pas de temps pour dire les choses. Et ce que ma génération qui a connu l'Alzheimer au début, avec un désintérêt énorme des neurologues pour cette maladie, ce que cette génération a vu comme changement, c'est quand même un accompagnement énorme. On a vu, grâce à vous, grâce aux psychologues, grâce aux infirmières de consultation, se modifier quand même complètement l'organisation des consultations de mémoire. Malgré ça, les patients se rappellent exactement du jour, du moment, de l'éclairage, de l'habit de celui qui a fait l'annonce diagnostique. En effet, les choses ont beaucoup évolué, mais il reste encore à faire. Et je crois qu'il y a en effet un problème de temporalité. Le temps du médecin n'est pas le temps du patient, le temps d'élaborer quelque chose autour de ce que l'on reçoit. Et bon, voilà, il y a encore peut-être que des consultations post-annonce diagnostique seraient importantes à mettre en place. Je pourrais même rajouter ce qu'on entend beaucoup finalement, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonne façon d'annoncer un diagnostic, mais il y en a des mauvaises. Et ça, effectivement, si on peut déjà lutter contre les mauvaises, je pense que ce serait déjà un gros pas. On a encore le temps peut-être pour une question. Oui, il y en a deux. Pour deux questions, donc. Voilà. Carole Robert, je suis douloureuse chronique. Pardon, c'est pas moi ? Oui, non. Carole Robert, douloureuse chronique, mais par ailleurs, j'ai eu un AVC et 3 AIT. Et effectivement, la question du retour à la maison, quand on n'est pas suffisamment malade pour se trouver en SSR, en soins de rééducation, on se retrouve assez isolé avec des questions et une grande souffrance, car qui dit AVC dit malade chronique, prise de médicaments nombreux et grande angoisse. Donc je pense, en vous écoutant tous, au-delà de la douleur chronique dont je souffre, que cet isolement du malade, finalement, dans un système qui propose beaucoup, c'est un manque de connaissance du système et un manque d'information crucial. Et le retour à la maison, enfin en tout cas avec mon expérience, quelle que soit la pathologie, avec un diagnostic qui nous dit ta vie va complètement changer pour toujours, voilà, je pense qu'il y a effectivement un besoin d'accompagnement important. Donc pas de question, un constat. Bon, ce n'est pas une question, c'est simplement un complément d'information. Récemment, j'étais en face de moi une aidante très bouleversée qui venait d'apprendre la maladie Alzheimer de sa mère et qui avait été informée de cette maladie par le médecin, je pense à un neurologue, qui lui avait dit dans le couloir de l'hôpital. Alors, comme j'ai été très, très énervée, je l'ai un peu fait rire en disant nous allons toutes les deux aller tuer ce médecin. Et elle a ri, c'est ce que je voulais faire. Peut-être d'autres moyens de faire. Voilà, merci beaucoup. On va clore cette session.